Et pour finir, le mot de la fin, notre grand témoin, il s'agit de Benoît Jeannequin. Il est ingénieur de recherche à l'INRAE, il faut dire INRAE, depuis le 1er janvier, près de Alenia, tout près de Perpignan. Je vous laisse la parole pour terminer ce colloque. Bien, la journée se termine. Hein. Je dirais pas bonjour, je dirais bonne année à tous d'abord. Donc, il m'a été demandé de présenter en quelques mots, hein, pour ce qu'on m'appelle le grand témoin. Je ne vois pas trop. Il y a eu de très bons témoins aujourd'hui. Je ne suis certainement pas le meilleur. Bon. Donc, je travaille à l'INRAE, hein, INRAE depuis le 1er janvier. Hein. Le E, tout simplement parce qu'on a fusionné avec IRSTEA. Donc, le E, c'est plutôt environnement, si vous voulez savoir. Durant ma carrière, j'ai été fortement impliqué dans la réalisation d'études à l'interface entre la recherche et le développement. J'ai essentiellement travaillé sur les cultures légumières sous serre. Lorsque j'ai débuté en 79-80, c'était le début de la mise en œuvre de la lutte biologique en culture sous serre avec Encarsia formosa pour lutter contre l'aleurode. Et je peux témoigner que si aujourd'hui le contrôle biologique en culture sous serre chauffée marche bien, hein, ça a été présenté dans la journée, ce n'a pas été du tout un long fleuve tranquille, hein, puisqu'il y a eu des hauts, des bas. Dans les années 95-2000, ça s'est effondré, parce que pour diverses raisons, hein, des nouveaux ravageurs, des virus, des choses comme ça, et que de toute façon, ce sera un combat de tous les jours, c'est jamais totalement acquis. Bon, j'ai aussi participé à des travaux de recherche en lien avec des collègues INRA qui travaillent sur les cultures ornementales, notamment au tout début de ma carrière concernant la mise au point des cultures hors sol, mais aussi plus tard concernant la protection biologique intégrée. Et puis, depuis une dizaine d'années, en tant que membre des conseils scientifiques des instituts techniques des Antilles et de la Réunion, donc IT2 et Arméflore, qui, je dis au passage, font un travail remarquable. Hein. Je vous invite d'ailleurs à aller sur leur site parce que je pense qu'on a aussi en métropole pas mal d'enseignements à tirer de ce qui est fait dans les départements d'outre-mer. Et justement, lors de ces conseils et ces visites dans ces départements d'outre-mer, hein, j'ai pu appréhender les difficultés de la protection biologique en milieu tropical. Enfin, un dernier point pour me présenter, c'est que les liens entre recherche et développement m'ont toujours tenu à cœur. Hein. Lorsque j'ai débuté, il y avait des liens très forts entre recherche et développement. Dans les stations d'expérimentation, on retrouvait des chercheurs, les expérimentateurs, beaucoup de producteurs, des conseillers, bien entendu. Et puis, donc c'était, on peut dire, dans les années 80, beaucoup d'innovations techniques hein, liées à la plasticulture, liées aux engrais, aux cultures hors sol. Et puis, ça s'est un peu distendu, ces liens. Hein. Les chercheurs ont eu des travaux plus académiques, comme disait tout à l'heure Anne-Marie Cortesero, parce que le travail académique est peut-être mieux reconnu pour le chercheur. Les producteurs avaient peut-être plus de préoccupations économiques, ce qui fait qu'on avait quand même du mal à collaborer, à travailler ensemble. Et pour ces raisons, bon, et puis à la demande de l'INRA, en 2007, j'ai été chargé de créer le groupement d'intérêt scientifique PICLEG pour développer, encourager la protection intégrée des cultures en culture légumière. Voilà, pour me présenter assez rapidement. Bon, c'était une journée très riche. Hein. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des conférenciers parce que les exposés ont été particulièrement clairs. Et d'autre part, tous ont apporté des éléments de réflexion fort intéressants pour poursuivre. En résumé, hein, j'ai fait une petite synthèse de ce qui s'est dit durant cette journée. Cathy, Laurent et Ardavant nous ont montré qu'un travail très important avait été réalisé en peu de temps dans le cadre de défis. 80 systèmes testés, c'est pas rien, hein, parce que défi, ça a commencé donc 2011, 2012 pour défi XP. Donc, durant ce laps de temps, je trouve que c'est un travail considérable qui a été réalisé avec, il n'y a pas que le travail, en fait, c'est qu'il y a des résultats concrets, pertinents et déjà transférables aux agriculteurs. C'est d'autant plus remarquable que les trois filières dites spécialisées, les cultures spécialisées, sont quand même d'une grande complexité. Hein, c'était dit à plusieurs reprises, il y a une très grande diversité, beaucoup d'espèces, beaucoup de types d'exploitation, beaucoup de modes de production, et puis aussi une grande multitude de bioagresseurs, certainement bien plus importante que ce qu'on peut connaître dans les dites grandes cultures. Ces avancées rapides ont été possibles, je dirais, grâce à une très forte mobilisation des expérimentateurs. Les stations d'expérimentation
donc, ont beaucoup travaillé, les conseillers de développement, les ingénieurs réseau, les ingénieurs territoriaux, aussi les chercheurs. Il y a eu des liens qui se sont retissés ces dernières années, en fait, entre recherche et développement, qu'on avait un peu perdu dans les années 90-2000. Et ça, je le constate avec une grande satisfaction. Alors, ça a été possible, peut-être grâce à la création de GIS, mais aussi sous l'impulsion des projets défis, ces nombreux projets, donc défis XP1, défis XP2, les défis fermes, qui ont permis, en fait, à cet ensemble-là, chercheurs et ingénieurs, d'avoir des objectifs communs, de partager, en fait, de constituer des communautés d'échange et de partage de savoir qui peuvent construire des projets et obtenir des résultats solides et fiables. Aussi, quand même, en tant que grand témoin et vieux témoin, je pourrais dire, je vous recommande de tous à veiller à entretenir ces liens très étroits. Comme je disais, c'était très fort dans les années 80, ça a disparu, c'est revenu, mais c'est jamais acquis. Il ne faut pas que chaque organisme travaille dans son coin. Au contraire, chaque organisme, champ d'agriculture, station régionale d'expérimentation, institut technique, pousse justement ses agents à aller travailler en collectif avec les autres. De même pour l'INRA, ou de même pour la recherche. Ça me paraît très important si on veut progresser rapidement. Ce matin, donc, les présentations qui ont été faites sur le contrôle biologique ont bien décrit la situation actuelle et les difficultés rencontrées. L'exposé de Sophie a été très pédagogique. Moi, ça m'a permis de comprendre pourquoi c'était très confus dans ma tête. C'est déjà un point, mais avec les diapos qu'il nous a présentés, je pense que maintenant, en se replongeant, en reprenant ces diapos une à une, on comprendra beaucoup mieux la complexité de cette réglementation qui, quand même, sans nul doute, doit être harmonisée à tous les niveaux. Il est certain que c'est trop complexe. On ne va pas revenir tous les matins sur les fiches de Sophie pour comprendre. Donc ça, c'est un point. D'autre part, ce que je pourrais dire aussi, c'est que Caroline et Rosalie ont quand même très bien souligné les freins à l'adaptation du biocontrôle et donc les freins à la baisse des IFT. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure dans ma conclusion. J'ai été quand même vraiment stomaqué par la somme de données qui ont été collectées au sein des réseaux défis et cet énorme travail qui a été réalisé par Nicolas et André, dont les résultats sont riches d'enseignements. L'état des lieux qu'ils ont fait, qu'ils nous ont présenté tout à l'heure, met bien en exergue certains succès du biocontrôle, mais aussi les insatisfactions, les difficultés actuelles, avec compte tenu donc des efficacités partielles ou incertaines des produits qui sont actuellement proposés en biocontrôle. Alors, cet après-midi, nous avons eu de belles illustrations d'initiatives de contrôle biologique. Nous avons entendu les motivations, les craintes, les espoirs, les doutes, les difficultés de prendre les risques des personnes. Autant ce matin, c'était plutôt ceux qui analysaient tout ça de loin. Cet après-midi, on avait bien les gens qui ont le nez dans les cultures, qui ont les mains, comme on dit, dans le cambouis. Et c'était quand même très intéressant. Et ce que j'ai noté les producteurs, donc ça a été dit à plusieurs reprises sur la scène, ça m'a été dit aussi en aparté dans la journée, c'est que pour eux, c'était quand même quelque chose d'important pour sortir de l'isolement. Lorsqu'on veut justement changer ces techniques, changer ces façons de faire, si on est seul, on n'y arrive pas. Il est absolument indispensable d'avoir des réseaux, de rentrer dans des réseaux. Et le producteur de Corrèze, je pense, me le confirmera, c'est essentiel pour eux. Bon, les échanges de la table ronde, vous avez tous bien noté tout ce qui s'est dit. On voit bien que pour concevoir et pérenniser les systèmes économes en produits phyto, il faudra élargir le questionnement, élargir la problématique, voir les questions de main-d'œuvre, la pénibilité, les conséquences, les impacts sur le rendement, sur les coûts de production aussi, avec une augmentation de la main-d'œuvre, mais aussi des produits de biocontrôle qui sont bien souvent plus chers que les produits phytopharmaceutiques. Et puis aussi les problèmes liés aux relations avec l'aval. On a vu un peu les transformateurs, la grande distribution, alors là, ils sont totalement absents aux abonnés. Et puis les consommateurs qu'on a du mal à appréhender parce qu'il n'y a pas un consommateur, il y a différents types de consommateurs, ce qui est quand même particulièrement complexe. Bon, au final, avant que tout le monde ne parte,
À la lumière des exposés, des échanges, j'insisterai sur 3 points. Le premier, c'est qu'il faut accélérer le développement des méthodes de biocontrôle en amplifiant les travaux de recherche. Ça a été demandé, ça a été questionné auprès d'Anne-Marie, mais je pense qu'on a pas mal de collègues chercheurs à l'INRA qui s'y penchent. Mais il faut aller encore plus vite, plus loin. Les travaux d'expérimentation aussi, les stations régionales d'expérimentation s'en chargent, les ingénieurs de Défi XP aussi. Mais aussi, il faut simplifier les procédures pour l'autorisation et l'utilisation de ces méthodes. Sophie, c'est quand même encore trop complexe ce que tu nous as raconté. Donc, à ton niveau, auprès des pouvoirs publics, on compte sur toi pour leur dire simplifier, simplifier. Sinon, c'est un frein, ça. C'est un frein énorme. Ils ne s'en rendent pas compte. Toutefois, ça c'est important, donc accélérer le développement des techniques de biocontrôle, mais il n'y a pas que ça. On l'a dit à plusieurs reprises. Pour se passer des produits pharmaceutiques, il y a l'utilisation du biocontrôle, mais il y a aussi des tas d'autres leviers. Le travail du sol, entre autres, les variétés résistantes, etc. Et donc, pour remplacer les phytos, et atteindre des objectifs ambitieux, on doit agir et penser de manière systémique. Donc ça, c'était un refrain de Jean-Marc Ménard, qui a été cité tout à l'heure. Les enquêtes, les analyses réalisées dans le cadre de défis montrent bien que les méthodes alternatives de lutte contre les bioagresseurs sont le plus souvent à effet partiel et ne peuvent pas se substituer à l'application de produits phytosanitaires. Pour combiner ces méthodes entre elles, cela nécessite un travail de reconception du système de culture par une approche globale. Alors, ces dernières années, on a édité, notamment dans le cadre du GISPICLEG, plusieurs guides pour justement encourager, accompagner l'adoption de ces nouvelles méthodes. On a sorti le guide de conception de systèmes de culture en culture légumière économe en produits phytopharmaceutiques, mais qui peut très bien s'adapter pour toutes les cultures spécialisées, aussi bien en horticulture que pour les cultures tropicales. Et d'autre part, il a été réalisé en concertation avec l'ensemble des instituts techniques, toute culture, le guide de l'expérimentateur système. Donc ces guides sont téléchargeables sur tous les bons sites, et je vous invite à vous les approprier, quoi. Alors, cet accompagnement doit être poursuivi intensément auprès des expérimentateurs, bien sûr, mais aussi, je dirais, auprès des agents en charge du conseil, parce que aussi une des grosses difficultés qui est apparue ces dernières années, c'est qu'on fait l'expérimentation système, on essaye de mettre au point des règles de décision, mais les collègues ingénieurs du développement, qu'est-ce qu'ils peuvent transférer auprès des agriculteurs? Jusqu'à présent, ils ont été habitués à transférer des recettes. Un problème, une méthode. C'est simple. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. On transmet des règles de décision. Et pour cela, il faut avoir une approche globale, prenant en considération les facteurs qui sont spécifiques et propres à l'exploitation, pour définir et choisir avec l'agriculteur, c'est un accompagnement, comme ça a été dit tout à l'heure par Jean-Claude, pour aider l'agriculteur à choisir les règles de décision les plus adaptées. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas simple. On s'y casse un peu les dents. Je crois que lorsqu'on fait un peu le bilan de l'XP-système, de cette approche systémique, approche globale, on s'aperçoit qu'on se heurte un peu à ce dernier niveau. Comment on passe ensuite des résultats d'expérimentation au transfert chez l'agriculteur. Et ça, je pense que ça nécessite un travail d'appropriation par les conseillers de développement, parce que c'est nouveau. Voilà. Le second point qui me paraît important, ça serait, et ça a été dit, c'est d'élargir le champ d'études et d'investigation pour développer des actions autour de l'organisation des systèmes à l'échelle des territoires et des filières. On s'en rend bien compte que si on reste au niveau de la parcelle, voire, donc la parcelle, on disait tout à l'heure, système de culture, mais même au niveau de l'exploitation avec l'agriculteur, on ne résoudra pas tout. Il y a des tas de choses, comme l'ont très bien exposé ce matin Rosalie et Caroline, c'est que la concentration des cultures dans certains bassins de production, les bassins où il y a énormément de carottes, énormément de poireaux, par exemple, d'autre part, les exigences qualitatives imposées par la réglementation d'une part, et encore plus fort par la grande distribution, ça freine considérablement l'adoption des méthodes alternatives aux produits phytopharmaceutiques. Bon, j'ai 2 exemples en tête, mais de toute façon, il s'en est dit beaucoup dans la journée. Comment on pourrait diversifier les cultures sur un territoire
s'il n'y a pas de moyens logistiques pour commercialiser les produits de la diversification. Donc en culture maraîchère, on se dit, bon, dans les régions où il se faisait salade tomate sous abri, on se dit, bon, il faut introduire d'autres espèces dans la rotation. Mais si on fait, par exemple, comme on l'a fait, nous, à Légnat, du chou rave, et qu'on s'amène sur le marché avec une quantité de chou rave assez importante, personne n'en veut. Et puis, il n'y a pas les circuits de distribution pour commercialiser notre chou rave. Ça, c'est un exemple. Donc, ça vu globalement donc, au niveau de la filière. Et puis, d'autre part, il y a des problèmes qui ne peuvent être traités qu'au niveau du territoire. Comment peut-on lutter efficacement contre les bioagresseurs qui trouvent refuge sur de nombreuses plantes et concernent bien au-delà des exploitations agricoles? Nous, on a été confrontés il y a quelques années dans les Pyrénées-Orientales avec Bemisia tabaci qui transmettait le virus et des tomates. D'une part, les plantes sur lesquelles vont Bemisia tabaci, elles sont nombreuses. Des tomates, il y en a chez les producteurs, mais il y en a aussi chez les jardiniers amateurs. Et comment résoudre une telle difficulté? Donc ça concerne bien un territoire et ce n'est pas simplement au niveau d'exploitation qu'on va pouvoir résoudre le problème. Donc des approches qui doivent être élargir le champ d'études aux filières et aux territoires. Le troisième point, j'en terminerai là, concerne la communication auprès du grand public. Quand je compare le travail énorme qui nous a été présenté aujourd'hui, les résultats très encourageants, puisque donc c'est dans du défi XP, voire dans du défi ferme, on est à moins 30% des IFT, moins 50%, même plus au-delà dans les défis XP, et que j'entends les fredaines qui se propagent dans les médias, alors là je me tourne vers le journaliste, je trouve ça navrant. J'adhère totalement en fait aux propos, il a dit ce matin le représentant de la PCA, Philippe Noyau, de dire haut et fort que ça marche. C'est sûr que quand on prend l'indicateur qui a été diffusé la semaine dernière, on dit ça ne sert à rien, on arrête tout. L'argent est mal placé, il faut faire autre chose. Alors, pour conclure, je vous invite à relire et à mettre en pratique le discours de Michel Serres, philosophe qui s'est intéressé aux agriculteurs, ils ne sont pas si nombreux, fait aux cultivateurs de fruits et légumes il y a 20 ans à Agen. Et Michel Serres disait ceci aux agriculteurs et aux acteurs du développement qui étaient présents. Il faut reconstruire sans cesse une image positive de l'agriculture dans une société qui en a perdu tout souvenir. Soyez présents sur les ondes et visibles de manière persuasive, organisez de fines stratégies de communication, car vous présentez la plus belle, la plus sereine et la plus attendue de toutes les images dans un monde plongé dans la laideur et la violence. Merci pour votre écoute et bon retour. Benoît Genequin, merci beaucoup. On vous remercie. Juste pour finir, vous pouvez retrouver tous les documents en fait sur le site Ecofito PIC.